Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et bienvenue dans la suite de mes aventures. Dans le dernier épisode, je vous racontais mes premiers échanges avec Ludo qui allait transformer ma vie. Et je lui disais que j'étais partie en séminaire pendant une semaine. Et ici, voilà, je vous raconte la suite et vous allez savoir où je suis exactement. Chapitre 24. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil, ah le joli forçat. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Claude Nougaro. Tous ces échanges avec Ludo m'ont fait tellement de bien. Ces parenthèses d'écriture chaque jour, ces échappatoires secrètes, ces moments en dehors du temps. Je le connais pas, il le sait pas, mais il me fait du bien. Comme avec Jack, je me sens exister, mais avec lui c'est différent. Jack n'avait pas besoin de moi. Je ressens chez Ludo les mêmes besoins que moi, même si nos envies sont différentes. Et puis il m'amuse, il me fait rire, et de ça aussi, j'ai besoin. Et non, je ne suis pas à un séminaire. Où suis-je ? Je suis allée me chercher, je suis allée me trouver. J'ai fait confiance à ma psy, elle m'a proposé de partir 5 jours pour un stage « Retrouver l'estime de soi ». L'estime de soi, vaste programme. Je me suis jamais posé cette question en fait. Est-ce que je m'estime ? Non, pas vraiment. Est-ce que je m'aime ? Pas plus. Même si mes rencontres coquines commencent à avoir de l'effet sur moi, sur la confiance que j'ai en moi, je suis loin de m'estimer et de m'aimer. Je compte beaucoup sur ce stage, j'espère qu'il va vraiment m'aider, mais en même temps, il m'angoisse. Je sais pas ce qui m'attend, je connais personne. Le gîte se situe à 1 heure de Montpellier dans les Cévennes, en pleine nature. 2 dortoirs, lits superposés, 2 douches communes, 2 toilettes, une grande cuisine, une salle commune, sombre, tapis au sol, couverture, bougies, boîte de Kleenex un peu partout, ça promet. C'est cet élément qui me sépare de la colonie de vacances. Encore que, je me souviens de mes camarades de dortoir pleurant le soir l'absence de leurs parents, trop douloureuse. Ce qui me surprenait d'ailleurs, car je m'ennuyais pas des miens. Alors pour faire comme eux, pour leur ressembler, je me forçais à verser quelques larmes. Déjà, je faisais semblant. Me voilà donc avec 10 hommes et femmes que je ne connais pas dans un gîte au milieu de nulle part à partager pendant 5 jours une parenthèse de vie. Je vais essayer de retrouver l'estime de moi. Parce que je l'ai bien perdue. Et depuis longtemps. Je me demande même si je me suis estimée un jour. Mes blessures sont multiples, profondes, anciennes. Il va falloir aller les chercher, les regarder, les comprendre. Je sais que ça va être douloureux, que je vais batailler, pleurer. Assise en tailleur avec ces femmes et hommes abîmés par la vie, eux aussi, pour des raisons différentes des miennes, j'appréhende. Pendant 5 jours, le même rituel. Chaque matin, météo intérieure. Comment je me sens ? Très mal à l'aise en fait. Pardon, mais je crois que je vais rentrer chez moi. Trop de questions difficiles. De quoi fais-tu semblant chaque jour, Florence ? Sais-tu où est ta place ? Comment te perçois-tu ? Comment les autres te perçoivent ? Sais-tu t'affirmer ? Affirmer tes choix ? Sais-tu dire non ? Qui es-tu ? Qui je suis ? Comment répondre à cette question ? Je suis la fille d'eux. J'étais, jusqu'il y a peu, la femme d'eux. Je suis la maman d'eux. Je suis assistante chez... Non, mauvaise réponse, Florence. Qui es-tu ? Je ne sais pas. Je sais pas. Ce je est détestable. Il m'oblige à me mettre en avant, à parler de moi, à m'exposer, à me mettre à nu. Et paradoxalement, au quotidien, j'aime qu'on me remarque. J'aime qu'on m'aime, qu'on s'intéresse à moi. Mon ego, tu me tourmentes. Kleenex à ma droite repéré, il me sera utile. Je suis celle qui s'adapte aux autres pour qu'on l'aime. Qui ne dit jamais non pour ne pas faire de peine, pour ne pas contredire, pour ne pas contrarier, pour ne pas être en conflit.
qui craint le conflit, car il l'oblige à prendre parti, à contredire, à s'imposer, et ça, elle ne sait pas faire. Son éducation le lui a interdit. On ne contredit pas les grandes personnes, on leur dit oui, jamais non. On fait, sans sourciller. On ne va pas à l'encontre de leurs décisions, on fait, point. Je suis cette petite fille que les grands impressionnent, qui se trouve inintéressante, pas intelligente, celle qu'on appelait Buchenwald à l'école parce que trop maigre et qui aujourd'hui cache ses rondeurs derrière ses pulls, celle qui donne peu son avis ou qui se rallie à celui des autres. Son avis n'est pas important, pas intéressant et de toute façon pas pertinent, celle qui se tait, qui acquiesce, qui dit oui. Je suis celle qui sourit, toujours, parce que tout va toujours bien, même quand ça va mal. Un vrai petit soldat, comme dit mon père. Que je suis fière quand il me dit ça. Je me sens exister. Alors je mène ma vie comme un vrai petit soldat, pour lui donner raison, pour qu'il soit fier de moi, toujours. Je ne bronche pas, j'endure les mots, tous les mots. Toujours un pet de travers, toujours mal quelque part. Chiante, chiante comme la pluie, chieuse. Voilà les sobriquets dont on m'affublait enfant. Alors un jour, j'ai décidé de supporter mes mots, de les cacher et de ne plus en parler, jusqu'à me mettre en danger. Mais de cette façon, j'étais le vrai petit soldat de mon papa. Il était fier de moi et le reste n'avait pas d'importance. Car enfant, les seules choses que l'on cherche, c'est rendre fiers ses parents. C'est leur amour inconditionnel. Alors on fait tout pour. On cherche le regard plein d'amour, l'approbation, la fierté. Et c'est là qu'on commence à faire semblant. Je suis celle qui aime la vie, résolument optimiste, qu'une joie de vivre anime depuis toujours, qui aime rire, faire des bêtises, qui a gardé son âme d'enfant. C'est, je crois, ce qui me sauve. Et là, je ne triche pas, je ne fais pas semblant. Je me suis dit que si je voulais survivre, ma seule échappatoire serait le rire, la joie de vivre. Elle s'est imprimée en moi. J'aime la vie, résolument, je l'aime. Et enfin, je suis celle qui commence à vivre en pleine conscience, qui va vers elle, vers sa sincérité, sa lucidité, son authenticité, sa maturité, sa confiance, son épanouissement, sa vérité, vers son je. J'ai décidé d'aimer la personne que je suis et pas la personne que je souhaitais être. J'ai décidé de ne plus faire semblant. J'ai compris que pour être aimée, pour aimer, je dois m'aimer, moi. Aimer la petite fille que j'étais, aimer la femme que je suis. Reconnaître avec lucidité mes qualités et mes défauts, m'apprécier à ma propre valeur et pas celle que les autres veulent m'accorder. Je suis celle qui ne veut plus subir le jugement des autres. Je suis celle qui ne veut plus juger. Je suis quelqu'un d'important, de capable, d'aimable. Oui, alors tout ça, je le veux de toute mon âme, mais ça ne va pas être facile, parce que le vouloir est une chose, le pouvoir en est une autre. Le travail de toute une vie. Cette semaine est intense. Chacun se livre comme il peut, rire, pleure, silence. Chaque jour, nous nous évaluons notre progression. Chaque jour, des exercices, des échanges, des méditations, des randonnées. Chaque exercice me montre à quel point je ne sais pas qui je suis, à quel point je me sous-estime, à quel point je m'auto-sabote. Exercice du jour. Aujourd'hui, vous allez voir quelle place vous vous accordez dans la vie, dans la société. Et ensuite, vous essaierez de comprendre pourquoi. La psy nous invite à nous mettre face au mur, à la queue leu-leu, en choisissant notre place. Première, deuxième, troisième, peu importe, ou dernière, à nous de choisir. Nous avons 10 minutes pour nous positionner à la place qui nous correspond. Nous pouvons changer de place jusqu'à la dernière seconde. Spontanément, celle qui prend la parole la première le matin, celle qui parle fort, qui marche la plus vite, qui sait tout sur tout, se positionne la première juste devant le mur. Et les autres la suivent au fur et à mesure. Celle qui est la plus réservée, qu'on n'entend jamais, qui pleure souvent, se place la dernière. Je me positionne juste devant elle. Quelqu'un vient se placer entre elle et moi. Je sors du rang et me place derrière. C'est ma place, pas la sienne. L'avant-dernière place, c'est la mienne. C'est comme ça. Je ne suis pas la dernière, mais de peu. C'est comme ça que je me sens dans ma vie. Et c'est à cet instant que j'en prends conscience. Rien de surprenant néanmoins, mais le visualiser me le fait réaliser et m'attriste. Ai-je si peu de considération pour moi que j'estime que la place que je mérite est l'avant-dernière ? Il semblerait.
J'essaie de comprendre pourquoi, car c'est là le but de l'exercice. Pourquoi ? J'ai pas envie de m'exprimer là, maintenant. Cet après-midi nous est proposé une marche libre, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de marcher. Comme il n'y a aucune obligation, je reste seule dans le dortoir. Le besoin de m'isoler est fort et je m'écoute. Pour une fois, j'arrive à ne pas me comporter en mouton et oser dire que je préfère être seule. Grande victoire! Petit pas pour l'homme, grand pas pour la Flo. Le casque sur mes oreilles, allongé sur mon lit, j'écoute l'album des Pink Floyd. The Wall. J'ai adoré le film. Je reste ainsi, les yeux ouverts. Je ne regarde rien, juste le blanc jauni du plafond. Ce matin, l'exercice était difficile. Par groupe de 4, nous devions, chacun notre tour et pendant 10 minutes, dire de quoi nous faisons semblant chaque jour. Et toi, Florence, de quoi fais-tu semblant chaque jour ? Pas de mensonge, cela n'aurait aucun intérêt. Je fais semblant d'aller bien. Je fais semblant d'être bien dans ma peau. Je fais semblant de me fiche de ce que pensent les autres de moi, de leur regard. Je fais semblant que ne pas avoir fait d'études n'est pas important pour moi. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Peur de parler en public, peur de dire ce que je pense, peur de dire que je ne suis pas d'accord, peur de prendre des décisions, peur de dire non. Je fais semblant d'être forte, d'être brave. Je fais semblant d'aimer, même si je n'aime pas. Au bout des 10 minutes, je me suis effondrée, en larmes, et j'étais pas la seule. C'était gênant, malaisant d'avouer ces vérités, mais ce qui me conforte, c'est que ça l'était pour tout le monde. Les yeux ouverts sur le plafond de la chambre, mes larmes coulent. Suis-je si insipide ? Car en réalité, une personne telle que moi n'a aucune saveur, aucun intérêt. Je ne débat de rien puisque je suis toujours d'accord sur tout. Quel intérêt de discuter avec moi ? À part pour celui qui aime prendre toute la place, qui a un fort ego, mais les autres, quel intérêt ? Et toi, Yvan, est-ce l'une des raisons qui t'a poussé à partir ? Pourtant, enfant, j'étais tout l'inverse. J'étais la chef de bande. C'est moi qui décidais pour les autres. Je n'avais peur de rien. J'avais des avis sur tout et j'avais toujours raison. Les autres devaient suivre, sous peine d'être exclus de mon cercle. Presque tyrannique. Intrépide, je prenais mon vélo, je parcourais les rues sans m'occuper des sens interdits, des stops, des routes dangereuses. Et j'étais pareil dans le quotidien. Je défiais tout et tout le monde, et surtout ma mère. Et puis, ce fut l'adolescence, et tout a basculé. Un corps qui se transforme, mais pas comme on l'espère. Le regard des copines qui devient important. Le non-regard des garçons qui devient complexant. Le manque de marque d'amour de ma mère. Sa froideur, son incapacité à comprendre et faire face à l'enfant qui devient jeune fille, qui certainement la désarme totalement et qui me met en colère. Mettez tout ça dans un checker, mélangez bien fort, et voilà. J'ai 45 ans et rien n'a changé. En fait, je me demande quand je suis sincère. Réponse rapide et évidente, quand je suis maman. Là, je ne fais pas semblant. Là, je suis sincère. Si je refaisais cet exercice aujourd'hui, si je me reposais la question « De quoi fais-tu semblant, Florence ?» que répondrais-je ? Avec une immense satisfaction, je répondrais « De rien ». Lorsqu'on me demande comment je vais, si je vais mal, je réponds « Pas très bien. Tu peux rien faire, mais je te remercie. » Je me fiche totalement de ce que les autres pensent de moi. Je me moque que les gens m'aiment ou pas. Je me moque de leur jugement. Je me moque de ne pas avoir fait d'études. Je m'habille comme j'ai envie. Je mets plus de soutien-gorge, mes décolletés sont plongeants et mes jupes sont courtes. Je dis non quand je ne veux pas. Je dis non quand je n'aime pas. Je n'ai plus besoin d'être aimée. Je n'ai plus besoin de l'autre pour exister, parce que l'amour est en moi. Je suis moi. Je m'aime. Je suis l'amour. Je suis en accord avec moi, avec mes désirs. Je ne me renie pas. J'essaye, en tout cas. Chaque jour, je fais de mon mieux. J'y travaille encore et encore. En écrivant ces lignes, je me rends compte du chemin parcouru, du travail accompli, et je me remercie. Je m'aime tel que je suis. Beau travail, ma Flo. Dernier jour, le plus intense, le plus dur. Exercice. Nous avons des masques blancs. Nous devons les décorer avec du tissu, des feutres, de la dentelle, feutrine, tout ce qu'on veut. Mais il faut que sa transformation représente un souvenir d'enfance heureux. Chacun observe son masque, regarde les objets à disposition pour l'habiller, plonge dans ses souvenirs. Les visages sont détendus, apaisés, souriants. Chacun sait très vite comment il va procéder et à quel souvenir ça va correspondre. Chacun, sauf moi. Je regarde ce masque, je suis pétrifiée. J'ai pas de souvenir heureux. Je le réalise.
J'ai beau chercher, creuser, rien n'y fait. Je peux pas croire pourtant ne pas avoir eu de moments heureux, mais mon cerveau les a occultés. Et en fait, à bien y réfléchir, j'ai pas eu une enfance heureuse. Pas malheureuse, mais pas heureuse. Et ça me déchire le cœur. Maman, s'il te plaît, si tu lis ces lignes, ne sois pas triste. J'ai eu l'enfance que je devais avoir pour pouvoir être la femme que je suis aujourd'hui. Tu as fait ce que tu as pu, je ne te reproche rien. Chapitre 25. Et dans notre cœur à l'affût, le va-et-vient de la mémoire ouvre et déchire ce qu'il fut. Nul ne guérit de son enfance. Jean Ferrat. Je suis née le 10 mai 1967 en pleurant. C'est troublant de penser que la première chose qu'une âme fait dès son premier souffle, c'est pleurer. Si on savait que ce qui nous attend est si difficile, que la vie est si dure, est-ce qu'on s'ignorait ? Cela dit, je relativise mes difficultés. Après avoir vu la misère des rues de Port-au-Prince et de Madagascar, j'ai pas à me plaindre. Je crois qu'il y a pire que de naître en France, non ? Mais néanmoins, même si on a eu la chance de naître dans un pays riche et libre, il n'en reste pas moins que nous sommes confrontés à nos difficultés quotidiennes, nos blessures à guérir, et on ne doit pas les occulter. Après 9 mois passés au chaud dans le ventre de ma mère, 3 poussées pour me sortir, oui, accouchement facile, paraît-il, et hop, me voilà. Et dans une violence inouïe, voilà que des mains me prennent la tête, puis les bras me sortent sans me demander mon avis de mon petit nid douillet, me mettent la tête en bas et m'essuient sans trop de douceur, une petite claque sur les fesses et je pleure. « Bienvenue, Florence !» Ma mère a 19 ans, Marie a 17. Elle met au monde une enfant alors qu'elle en est encore une. Ses bras m'entourent sur le regard plein d'amour de mon père. Il a 28 ans. J'étais désirée. J'en ai douté quelquefois. Est-ce parce qu'on me les a racontés que j'ai le sentiment de souvenirs très lointains? Où sont-ce vraiment mes souvenirs? Je ne saurais le dire. Peu importe d'ailleurs, c'est là, en moi, dans mes cellules. Tes bras m'entourent, mais ça ne dure pas. Je les réclame, et plus je le réclame, plus ils s'éloignent. C'est un cercle vicieux. Plus je pleure parce que j'ai besoin de toi, plus tu me laisses pleurer. C'est comme ça que t'as été élevée, comme tes sœurs. C'est comme ça que ta mère te dit d'agir. Laisse-la pleurer, voyons, si tu cèdes à ses caprices, c'est foutu, elle voudra toujours être dans tes bras. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'un bébé fasse des caprices ? Comment peut-on penser qu'il a la capacité intellectuelle pour se dire « Tiens, si j'emmerdais le monde là tout de suite, je vais pleurer pendant des heures histoire de bien leur casser les pieds et ça va bien me faire marrer. » Non, maman, je veux pas t'embêter, je veux juste te sentir. Sentir ton odeur, ta peau, ta chaleur, tes mains. Je veux que tu me réconfortes. Je veux ton amour et tu me le refuses. Et plus je le demande, plus tu t'éloignes. Tu ne sais pas comment faire, mes cris te poussent à bout. Tu es désemparée, seule du matin au soir. Papa est ouvrier, il fait beaucoup d'heures pour gagner un peu plus. Nous vivons dans 2 pièces misérables, il y a des trous au mur bouchés par des planches de cagettes. Les premiers temps, il n'y a même pas l'eau courante. Les toilettes sont dans la cour commune, la salle de bain dans la cuisine. Au-dessus de nous, Mamadou, alcoolique notoire et sans le sou, ou presque. Il chante souvent, Mamadou, la nuit surtout. Il boit et il chante, le tout pour oublier sa vie sans saveur, hanté par ses souvenirs. 15 mois plus tard, voici mon frère, l'intrus. Pendant que tu es à la maternité, c'est Mémé qui me garde. Lorsque tu viens me rechercher, il est dans tes bras. Je ne veux pas te voir. Et je ne veux pas voir cette autre qui a pris ma place. Elle était déjà pas bien grande, voilà qu'il la prend tout entière. Devant ce refus, tu pleures. Ces quelques jours, loin l'une de l'autre, ne nous a pas réconciliés, au contraire. De retour dans nos 2 pièces avec tes 20 ans, un nourrisson et un bébé. L'un dans le landau, l'autre tenu en laisse. Et oui, que cela ne vous choque pas, c'était commun à l'époque. Le seul moyen pour que je n'échappe pas à ta vigilance. Mon frère ne pleure pas, il est calme. Depuis qu'il est arrivé, en revanche, mes pleurs ont redoublé. Des heures entières à pleurer, à hurler. Tu ne sais pas quoi faire pour me calmer. Tu ne sais pas quoi faire parce que personne ne t'a appris. Toi-même, enfant, personne ne t'a câliné ni prise dans ses bras. Personne ne t'a embrassé, alors tu ne sais pas. Qui pourrait t'en blâmer ? Alors tu me laisses pleurer, jusqu'à ce que, épuisée, je finisse par m'endormir. Chaque jour, ça recommence. J'ai tellement besoin de toi. Tu ne comprends donc pas que j'ai juste besoin que tu me consoles, que tu me câlines, que tu me réconfortes, que tu m'enveloppes de ton amour. Je veux juste ça, juste ton amour, juste ta douceur.
Ce manque d'amour est terrible, abyssal. Il est là, dans le creux de mon estomac, en permanence. Il ne me quittera pas. Il va me façonner. Il va agir dans mes relations avec les autres, avec les hommes en particulier. Il va me conduire à des schémas d'action que je vais répéter encore et encore, me mettant souvent en dépendance affective. Et puis un jour, je finirai par comprendre. Mais pour l'instant, j'ai 18 mois et nous sommes le 24 décembre. Vous n'avez pas un sou, pas de sapin, pas de jouet. Tu pleures car cela te rend malade de ne pas avoir au moins un jouet pour chacun de nous. Papa dit que ce n'est pas grave, qu'on est trop petit pour nous en rendre compte, et il a raison, mais toi tu ne veux pas. Même si, enfant, tu n'avais qu'une mandarine dans tes chaussons les mauvaises années, tu avais au moins ça. Alors tu descends acheter au tabac du coin une petite poupée en plastique pour moi et une petite voiture pour mon frère. Tout cet amour, cette dévotion pour nous, tu ne sais pas le montrer. Les années passent, mais rien ne change. Ton regard est toujours sévère, tes mains lestes, tes paroles dures et sèches. Je grandis et mes pleurs font face aux bêtises que je ne manque pas de faire pour attirer ton attention. Je ne mange pas, je n'ai pas faim, j'ai 4 ans et je fais pipi au lit. Je voudrais tellement que tu me dises que tu es fière de moi, que tu m'aimes, que tu es là pour moi. Parfois je te vois pleurer et j'ai peur que ce soit à cause de moi. Mais non, ce n'est pas moi, c'est ta vie qui te rend triste. C'est pas la vie dont tu avais rêvé. Tu es seule toute la journée, nous sommes à l'école, papa rentre toujours tard. Tu t'ennuies dans cette nouvelle petite maison. Une pièce en bas, la cuisine, dont le lavabo fait office de salle de bain, 2 chambres à l'étage, c'est déjà mieux qu'avant, mais les toilettes toujours dehors. Ah, un petit plus quand même, le jardin. Les beaux jours, tu sors la grande bassine en zinc et hop, transformée en piscine. Mais 2 dans cette bassine, c'est trop pour moi. Il y en a un de trop. Toujours lui. Ce frère que je protège dans la cour de l'école mais que je déteste à la maison. Le pauvre, il n'y est pour rien, bien sûr. Lui a compris que pour avoir la paix, il fallait être discret. Alors il parle pas, ne fait jamais de bruit, ne pleure pas. Il joue tranquille dans son coin, donc ne prend jamais de fessée, ce qui m'exaspère et exacerbe ma jalousie. Je me sens terriblement seule. D'aussi loin que je puisse me souvenir, je me suis toujours sentie seule. Comme si j'étais observatrice de la vie de mes parents et de mon frère, que je n'en faisais pas partie. Invisible pour eux. Comme s'ils étaient dans une bulle que je ne peux pas percer. Ils sont dans leur bulle, moi dans la mienne, seule, tellement seule. Et paradoxalement, j'ai toujours été gaie. J'ai toujours eu cette joie de vivre intérieure et profonde, cette force intérieure, cet optimisme sans faille qui, malgré mes peurs, me font me relever quand je tombe et avancer coûte que coûte, comme si j'avais pris le contre-pied de ma mère. C'est étonnant d'ailleurs car j'ai toujours pensé que lorsque je serais mère à mon tour, mes enfants ne manqueraient jamais d'amour, que je serais juste, que je les écouterais, leur expliquerais pourquoi quand je dis non, que jamais je ne les frapperais. Je sais aussi et j'en suis convaincue que je n'aurais pas été cette maman aimante et bienveillante, cette femme pleine de vie si j'avais eu une enfance différente. Alors merci maman. Merci car c'est grâce à toi. Je ne t'en veux pas. Tu as pu me prouver depuis bien longtemps et tellement souvent à quel point tu m'aimes, à quel point tu t'inquiètes pour moi. Je sais que tu donnerais ta vie pour moi. Mais malgré tout, il reste ces plaies. Je n'avais jamais pris conscience qu'elles étaient encore ouvertes. Pensées, mais pas soignées. En guérit-on d'ailleurs ? J'ai conscience que ces blessures dictent encore un peu ma vie, encore un tout petit peu par certains automatismes, certains réflexes dans mes attitudes face aux autres, mais je n'en souffre plus. Lorsque j'écris ces lignes, je n'ai pas de peine, pas de tristesse, pas de larmes qui montent. Au contraire, ces souvenirs me font sourire, m'emplissent d'amour, car aujourd'hui je sais l'amour que vous aviez pour moi, je le sais et ça me suffit. Bien sûr qu'il y a des enfances 1000 fois plus douloureuses que la mienne. Sans doute qu'une autre enfant que moi l'aurait trouvée merveilleuse, mais c'est la mienne. Factuels ou non, ce sont mes ressentis, mes souvenirs, et c'est ainsi que je les ai vécus. C'est avec mes enfants que je me suis rendu compte qu'un même événement n'est pas vécu de la même façon. Chacun en a sa propre vision, sa propre vérité. Une situation pourrait être vécue comme douloureuse pour l'un, inconséquente pour l'autre. J'ai appris à en tenir compte dans mon quotidien. Est-ce le début de la tolérance ? Probablement. Si je devais refaire ce masque aujourd'hui, j'y mettrais de la dentelle rose pâle, du velours blanc, des paillettes dorées, du coton tout doux, des glaces au chocolat, des bonbons au caramel, des boules de Noël, du papier cadeau. J'y mettrais ton sourire, j'y mettrais votre amour.
Ma mémoire a choisi de s'ouvrir et me laisse entrevoir des moments sucrés où, en fermant les yeux, le sourire aux lèvres, je me plais à me lever. Mais là, à cet instant, devant ce masque blanc que je dois décorer, c'est le vide, le néant. Il n'y a rien. Les blessures ressurgissent, ardentes, elles me reviennent en pleine face. Les autres s'affairent dans la joie et la bonne humeur, cet exercice leur paraît le plus facile de toute la semaine. Pour moi, c'est le pire. Les minutes sont longues. Je l'observe, ce masque, sous tous ses angles. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je cherche, je creuse dans mes souvenirs. 4 ans peut-être ? Non, 4 ans, je suis à l'école. Maman vient nous chercher. Elle est devant le petit portillon, où les mamans regardent leurs enfants jouer dans la cour, avant que la sonnerie de 16h30 leur donne le droit de l'ouvrir pour nous ramener à la maison. Elle a le regard froid et sévère, ce regard qui m'effraie, car il n'y a rien de ce que j'attends d'y trouver. Jamais mes enfants ne manqueront de démonstrations d'amour. 5 ans ? Non, 5 ans, je suis sur la plage. Cette année, maman a pu économiser assez pour que nous partions tous les 4 en vacances au soleil. En voiture, une 2 chevaux, un lit aménagé à l'arrière avec les valises, la remorque attachée. Papa roule toute la nuit pour que le temps nous paraisse moins long. Nous passons 4 semaines dans un camping sous une toile de tente, le bonheur. Nous vivons à l'air libre, remplaçant le temps d'un court été les 4 murs tristes et froids de notre appartement. Sur cette plage, il fait chaud. J'ai terriblement envie d'une glace, mais la glace du mois, la seule à laquelle nous avons droit, a été dégustée avant-hier. Papa joue aux boules sur le sable avec des voisins de tente, maman bronze sur sa serviette. Une voisine a son porte-monnaie ouvert dans son sac et 1 franc qui dépasse. 1 franc pour m'acheter ma glace. Sans aucune conscience de ce que je fais, je prends la pièce et reviens, glace dégoulinante à la main, regarder mon père jouer. En plein milieu d'après-midi, le camping est vide, ses hôtes sont à la plage. Moi, seule avec mon père, plié en 2 sur sa jambe en équerre appuyée sur une chaise, j'entends le claquement de ses mains. Je les sens sur la peau de mes fesses à l'air, rougies. Je pleure. Je pleure car je ne comprends pas pourquoi cette fessée. Qu'ai-je fait de mal ? Voler ? Mais c'est quoi, voler ? Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais même pas qu'on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui nous appartient pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu as honte. Jamais je ne punirai mes enfants sans leur expliquer pourquoi. 7 ans ? Non, 7 ans, je suis à table, seule. Je n'ai pas faim, j'ai jamais faim. Et comme à chaque repas, je ne sors pas de table tant que mon assiette n'est pas terminée. Chaque bouchée de viande me donne des hauts le cœur. Je la mâche dans tous les sens. Elle fait 1000 allers-retours entre mes dents. Je la déchiquette consciencieusement pour que chaque gorgée avalée soit la moins pénible possible. Le temps est interminable. Les menaces pleuvent. Parfois, elle s'exécute à coups de spatule en bois sur la tête ou de ce qui lui tombe sous la main. Parfois, je m'endors sur mon assiette. Exaspérée, elle cède jusqu'au prochain repas. Jamais je ne forcerai mes enfants à manger. 11 ans ? Non, 11 ans, je suis dans ma chambre. Nous avons déménagé depuis quelques années. Je partage ma chambre avec mon frère. Et enfin, nous avons une salle de bain, une vraie avec une baignoire. C'est un appartement assez grand finalement et je l'aime bien. Malgré tout, il n'a pas apporté le sourire à maman. Elle s'y ennuie, passant son temps à faire le ménage, préparer le repas, faire les courses. Le soir, on mange, la télé en bruit de fond. 20h30, le film. On va au lit, non sans résistance, sauf les mardis soirs. Aujourd'hui, c'est la fête foraine à Rouen, l'une des plus grandes de France. Elle dure 1 mois. Avant Noël, c'est le point d'orgue de la fin d'année. Immanquable. J'ai encore les odeurs des croustillons dans les narines. Qu'ils étaient bons ces croustillons. Mais cette année, j'ai pas bien travaillé à l'école, alors je n'y vais pas. Mon frère ira seul avec ma mère. Je resterai à la maison avec mon père. Et même si je l'envie, pour une fois je suis contente pour lui. Et comme je suis fière, je ne montre rien de ma peine. Je joue fièrement l'indifférence, même si personne n'est dupe. Vous avez eu beau me punir, j'ai pas aimé l'école. Je n'aime pas le collège, je n'aimerais pas le lycée. Je déteste être assise 8 heures par jour à écrire, à écouter, à obéir sans avoir le droit de m'exprimer, de débattre, d'objecter. On n'a pas à comprendre, c'est comme ça et c'est tout. Je ne l'accepte pas. Je me rebelle, collectionnant les punitions, les heures de colle, les brimades. Je résiste. Jamais je ne priverai mes enfants de leur liberté d'expression. 14 ans ? Non, 14 ans, je suis dans mon lit.
J'enrage. Maman a découvert ma collection de Hockey Magazine, mensuel pour adolescentes. C'est ma seule source de connaissances et d'apprentissage sur le sujet qui tourmente mes jours et mes nuits, le sexe. Comme tout ado qui se respecte. Grâce à lui, je découvre mon corps et ses recoins secrets. Je goûte au plaisir solitaire dans mon bain, seul endroit où je peux fermer la porte à clé et espérer un moment de solitude. Mais ce n'est pas du goût de ma mère, qui, dépassée par ce sujet qui l'encombre, affuble d'adjectifs méprisants mes lectures malsaines et perverses. Elle jettera au vide ordure, avec colère et violence, ces lectures immondes pour elle, si précieuses pour moi. J'enrage. De quel droit ? De quel droit fais-tu ça ? Qu'avait-il de mal, dis-moi, à chercher des réponses à mes questions que jamais je n'oserais te poser ? Jamais je ne laisserai mes enfants sans réponse à leurs questions. 16 ans ? Non, 16 ans, je suis sous ma toile de tente, je pleure. Avril, nous sommes en vacances en Bretagne, en camping, moi dans ma canadienne, eux dans la caravane. Je suis bien dans mon cocon, seule. Je lis à la lumière de ma lampe torche, j'écoute ma musique au Walkman, j'écris mon journal intime. Journée ordinaire, on s'embrouille, je sais même pas pourquoi on en est arrivé là. Le ton monte, le mien devient insolent et ça pour mon père, c'est inacceptable. Il me tire par les cheveux, me gifle, me frappe. Ça dure pas longtemps, assez pour me donner envie de mourir. Ce sera la dernière fois qu'il lèvera les mains sur moi. Jamais je ne lèverai les miennes sur mes enfants. Devant ce masque blanc, devant ces souvenirs qui défilent, les larmes coulent. Je me sens honteuse de ne rien pouvoir faire. J'ai honte vis-à-vis du reste du groupe. Je prends conscience que cet enfant pèse lourd en moi, que ses blessures m'empêchent de vivre pleinement. La petite fille en moi est triste, seule, malheureuse. Chacun explique la décoration de son masque, le souvenir auquel il se réfère. Je cache le mien, espérant qu'on m'oublie. Peine perdue, mon tour arrive. Dans un sursaut de fierté inutile, je le montre et je ris, comme souvent, quand je veux cacher mon mal-être. Eh bien moi, désolée, j'ai cherché longtemps et j'ai rien trouvé, donc voilà, il est resté blanc. Tristement blanc. L'instant est malaisant. Acculée, je finis par m'expliquer, mais je ne trouve pas les mots. Je m'embrouille. Ma vue se trouble. Mes oreilles bourdonnent. Je ne maîtrise plus ma parole, je ne maîtrise plus mon corps. Je m'effondre. Je m'allonge par terre, recroquevillée en position fétale. Je pleure, submergée par l'émotion. Je pleure comme une enfant, comme un bébé. Je pleure tout ce que je garde en moi depuis tant et tant d'années. Je pleure ma solitude, mes souffrances, mon manque infini d'amour. Je pleure ce vide immense en moi que je pensais combler par l'amour de mes filles, l'amour que je porte aux autres, l'amour de la vie. Je pleure ma soudaine lucidité, ma réalité. Je pleure ces 5 jours intenses qui m'ont ébranlée. Je pleure le mal que tu m'as fait. Je pleure toutes ces peines accumulées. Je pleure ces blessures. Je pleure et je n'en finis pas. Et dans un élan d'amour et de bienveillance, ces femmes et hommes totalement inconnus jusqu'il y a peu m'entourent, me cajolent, me consolent, me bercent, me câlinent, essaient de réparer l'espace d'un instant une enfance carencée. Leur amour me transperce, me traverse le corps et l'âme, m'apaise. Je reprends peu à peu mon souffle. Mes yeux sont bouffis, j'ai peine à les ouvrir. Je reviens à moi, doucement. Je suis vidée, épuisée. Mon regard remercie un à un mes compagnons de route. Pas besoin de plus, ils savent. « 24 février 2012. Bonjour, je suis Florence. J'ai 45 ans, je viens de naître dans la douleur et les larmes. Il fait beau, le soleil caresse ma joue. Je respire à fond, longuement, m'enivrant des parfums d'agaric, du silence aussi. Je suis prête. Je sais que le chemin vers moi sera encore long. Je sais aussi qu'il ne se termine vraiment jamais, car on apprend, chaque jour. Il va emprunter des voies escarpées parfois, semées d'embûches sans doute. Je vais me perdre en route, c'est sûr, mais je le retrouverai. Ça aussi, c'est certain. Car aujourd'hui, je sais que je ne tricherai plus. J'ai pris conscience.
Je sais qui je suis. Je suis Florence. J'ai 45 ans. J'ai foi en la vie. J'ai foi en moi. Je vais apprendre à m'aimer et je vais aller bien. Ça va aller, ma Flo. Ça va aller. Et voilà, c'est la fin de cet épisode très long, j'avoue, mais je me sentais pas de le couper en fait et de le faire en 2 fois. C'était important de tout raconter en un seul épisode. C'est fou parce que ça me fait du bien en fait de relire mon livre et de vous le raconter. Aujourd'hui, j'ai 58 ans et quand je vois le chemin que j'ai parcouru, oui, ça a été long, ça c'est certain. Il a été semé d'embûches, c'est sûr, et puis il y en aura d'autres, mais purée, vraiment, il y a eu un avant et un après. Et encore aujourd'hui, je me remercie de m'être offert ces 5 jours, difficiles mais salutaires. Et je suis super émue en fait en vous parlant parce que ce week-end, j'ai été invitée par ma fille, Histoire Céleste, que certaines d'entre vous connaissent, pour pas animer avec elle, mais en partie être à ses côtés pour une retraite qu'elle a animée, une retraite qui s'appelle Éclosion. Et en fait, je suis émue parce que, humblement, je pense que j'ai contribué un peu, grâce à mon expérience, à ce que j'ai vécu, à aider aussi des jeunes femmes en difficulté, qui n'ont pas forcément vécu la même chose que moi, mais qui ont leurs propres blessures, leurs propres traumatismes. Et je sais, parce qu'elles l'ont dit, qu'il y a eu un avant et un après. Et c'est magnifique en fait. Alors franchement, si vous avez peur de franchir le pas, si vous avez peur de vous lancer dans une retraite avec des inconnus, allez-y quoi. Vraiment, allez-y. Vous regretterez pas. Voilà. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de mes aventures. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.